Alors bienvenue sur la dernière conférence de la journée et du salon. Alors bravo parce que vous êtes des survivants, vous avez duré jusqu'au bout. Et en plus on vous file le pire maintenant, c'est React. Je ne sais pas ce que vous allez chercher, mais enfin bon. Donc c'est Noé qui nous présente ça pour faire évoluer une bibliothèque React en interne. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon DevQuest. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et je suis heureux qu'il y ait encore autant de monde malgré qu'on soit en fin de journée. Donc j'espère que si vous êtes là, vous êtes des gens qui aiment React. Est-ce que vous aimez React? Ok. Sinon, désolé. Je me présente rapidement. Mon nom c'est Noé. Je suis ingénieur et architecte front-end au Bear Studio. On est une toute petite ESN normande. Voilà, j'ai fait la route jusqu'ici depuis Rouen. Et je suis également bénévole chez Forkit Community où on organise des événements tech un peu partout dans le monde. Et également aussi des événements plutôt pour les enfants, pour faire des introductions au digital et au numérique. Vous avez le QR code juste là si jamais vous voulez retrouver tous mes réseaux, et il y a notamment aussi les slides qui seront disponibles juste après la conférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit disclaimer. On va parler un peu d'IA. C'est quelque chose qui n'était pas prévu quand j'ai écrit ma conf et quand je l'ai soumise. Pardon. Aujourd'hui, je pense que notre métier il a changé à tous, et forcément, il y a certains aspects qui ont un peu évolué. J'ai pas envie d'axer ma conférence là-dessus, mais forcément, il y aura des petits apartés de temps à autre. Deuxième disclaimer, je fais beaucoup d'anglicisme et je vais forcément faire des mélanges entre librairie et bibliothèque. Je sais que c'est un abus de langage, mais voilà, désolé. On va commencer par une petite mise en situation, des petites questions. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Si je vous dis, vous avez fixé un bug et derrière, vous en avez 3 autres qui sont apparus. Ou alors, vous avez livré un outil ou un composant et au final, des gens ont essayé de l'utiliser, mais pas correctement. Ils ont utilisé un tournevis pour taper sur un clou. Ou alors, vous avez 2 équipes qui ont construit 2 fois la même chose sans se communiquer. Et du coup, le travail a été fait 2 fois pour rien. Et enfin, si vous passez plus de temps à essayer d'expliquer comment vos outils s'utilisent ou à faire de la documentation plutôt qu'à réellement construire les outils, et rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Nous aussi, on est passé par là. Donc ça, c'est le travail que j'ai réalisé chez un de nos clients sur un projet où on est plus d'une 50aine de développeurs. On maintient une librairie React qui contient aujourd'hui plus de 80 composants, une trentaine de hooks utilitaires et qui aussi documente énormément de bonnes pratiques au sein de la boîte en termes de React. Et on doit gérer une dizaine de thèmes. Pour comprendre un peu plus comment est-ce que cette bibliothèque elle s'intègre dans notre design system, enfin dans notre stack front-end, il faut que je vous montre un peu comment est-ce que ça se découpe. Donc à la base, on a un design system qui va porter tout le CSS, les thèmes, donc comme je disais, plus d'une dizaine de thèmes, mais également qui va imposer une structure DOM, donc une structure HTML, pour que ces styles ils soient utilisés correctement et qu'ils s'affichent correctement. Donc ça, c'est historiquement, on avait ça. Et un jour, ils se sont dit, ouais, mais en fait, c'est plus possible, on ne peut pas continuer à faire juste du HTML, CSS et continuer à scale. Du coup, on va adopter une librairie. On va adopter un framework. Sauf que la boîte est divisée en 2 parties, et ils n'ont pas trop communiqué. Et du coup, il y a une partie de la boîte qui s'est dit, super, on va faire du React, et l'autre qui s'est dit, super, on va faire du Angular. Il y a des gens qui aiment bien Angular ici? Chacun fait des erreurs. Hein. Donc nous, voilà, on travaille sur la partie React. On a beaucoup d'équipes, on a 6 ou 7 équipes qui bossent dessus. Et notre rôle, c'est de cacher cette complexité qu'il y a au design system. Donc là, si je vous mets un petit exemple, il n'est pas complet, je peux scroller un petit peu, mais dans l'idée, le design system, il y a beaucoup de couches d'historique qui s'empilent, et du coup, on se retrouve à avoir, là on a un exemple, c'est un champ texte avec un label. On a des class names qui sont pas du tout cohérentes. On a des fois du kebab case, des fois du camel case, des fois du snake case. Ça fait beaucoup de choses à retenir pour les devs. Et après, il y a aussi toute la surcouche qui est liée à la gestion de l'accessibilité et tout ce qui va être logique et interactivité lié au JS, qui n'est pas porté par le design system.
Donc nous, notre rôle, c'est d'avoir des utilitaires et des composants simples que les devs ils peuvent utiliser sur les projets et pas se poser la question à chaque fois d'avoir à réimplémenter toute cette couche de complexité et d'aller voir la doc pour se souvenir de ah oui, il faut utiliser telle classe pour faire un field, etc. C'est un travail qui est un peu particulier parce qu'on n'est pas du tout en interface avec les clients et du coup c'est une façon un peu spéciale de savoir est-ce que ce qu'on fait, est-ce que notre travail, il a un vrai impact. Et nous, la façon dont on voit ça, c'est de se dire bah, notre impact, c'est est-ce que les équipes elles arrivent à aller plus vite, est-ce qu'elles font du code de meilleure qualité. Si on arrive à quantifier ça, bah, on se dit c'est qu'on a bien fait notre taf. Donc notre rôle, c'est faire en sorte que les équipes elles adoptent l'outil, qu'elles aillent plus vite et qu'elles perdent moins de temps sur des détails. Donc là, on va partir sur une petite aventure. Je vais vous exposer des problèmes qu'on a rencontrés sur la librairie et comment est-ce qu'on a donc des problèmes ou des situations contraignantes. Et on va voir comment est-ce qu'on a transformé ça en des leçons ou des choses qu'on a transformées pour aller plus loin ou faire mieux. Forcément, il faut commencer quelque part. Donc j'ai commencé sur mon premier jour que j'ai passé sur cette librairie. Donc je suis arrivé au moment où une nouvelle version majeure de la librairie allait être publiée, donc beaucoup de breaking change. Et une des premières choses qu'on m'a dit, c'est fais le changelog. Super la tâche ingrate. Et moi, naïf jeune développeur énergique que je suis, je me suis dit ah bah super, vous utilisez quoi comme outil pour générer le changelog? Il y a un script quelque part. Spoiler, il n'y avait pas de script. Et du coup, comme je disais, c'est une version majeure qui contenait plus de 6 mois de changement sur une codebase que je ne connaissais pas. Donc je suis arrivé, j'ai plus... assez bien pour apprendre, mais... Donc je me suis retrouvé à passer de mémoire 3 ou 4 jours juste pour écrire un changelog. Écrire un changelog, c'est super important parce que ça permet aux équipes de comprendre les changements et de les adopter correctement. Mais c'était une tâche où je me suis dit, en fait, je pourrais passer du temps à faire des choses beaucoup plus utiles que faire un changelog, qui surtout, c'est quelque chose qui est très automatisable. Donc après cet événement-là, on a décidé de faire une grosse passe de ménage là-dessus. On s'est dit, plus jamais, on aura un changelog qui sera à faire complètement à la main. Et du coup, on a commencé à adopter des outils et des conventions. Donc les conventions qu'on a adoptées, c'est quelque chose qui se rapproche du commit lint. On a été un peu moins strict, mais voilà, on a adopté certains aspects de ça. Et on a utilisé un outil qui s'appelle Gitcliff, qui est un outil qui est écrit en Rust et qui permet, à partir des messages de commit, générer des changelogs assez facilement. Donc là, tout de suite, on a commencé à mettre ça en place. Ça a un peu évolué dernièrement, parce qu'au final, avec l'IA, on s'est rendu compte qu'il y a certaines petites tâches, des fois, en fait, là, ça va se baser typiquement sur les messages de commit ou les messages de PR, en selon. Mais des fois, les devs, ils vont aussi faire des erreurs, ils vont faire des fautes de frappe, etc. Et du coup, on a aussi une petite passe où on a fait un skill qui nous permet de faire une passe de relecture avant notre relecture à nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on gagne énormément de temps. On a release une version majeure il n'y a pas très longtemps. Au lieu de prendre 4 jours, ça nous a pris 5 minutes. Voilà. Petite pause suspense. Deuxième problème, on va parler de ce que j'appelle le composant boule de neige. Alors, on va reprendre l'exemple du petit champ texte qu'on a vu juste avant. Donc, on commence tranquillement, on a notre champ texte, donc text field. Il a un nom, un label, et là il a un placeholder aussi que la prop n'apparaît pas. Et là on se dit, ce serait bien si jamais je rajoutais un petit texte de helper, parce que ce serait pratique pour indiquer à l'utilisateur comment s'en servir. Donc on rajoute ce champ, puis après on se dit, ouais mais le champ il est requis, donc il faut qu'on rajoute une petite étoile rouge. Alors on rajoute la propriété pour le is required. Puis après on se dit, ah ouais mais s'il y a un message d'erreur, il faut qu'on gère les erreurs, donc il faut rajouter une propriété pour gérer les erreurs. Et là on se dit, ok c'est bien, ça marche. Et après, on se retrouve avec des cas ambigus, parce que le composant il est utilisé sur énormément de projets, avec des cas qui sont parfois un peu alambiqués. Et on se dit, ah ouais, mais là, si jamais mon helper il veut jouer qu'il soit au-dessus du champ, ou si je veux rajouter un lien à côté du label, ou plein de choses comme ça, et on se retrouve très vite avec un enfer, un composant fourre-tout qui
n'est pas clair pour les utilisateurs parce qu'il permet de faire énormément de choses et qui est un enfer à maintenir pour les mainteneurs de la lib parce qu'on a plein de conditions à maintenir. Des fois, le typage il n'est pas forcément très clair non plus. Donc, on a décidé d'arrêter de faire ça. On s'est posé et on s'est dit, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a un composant qui fait trop de choses, quand on a un outil qui fait trop de choses? Bah, on le découpe. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place des primitives pour nos composants. Donc l'idée des primitives, c'est d'avoir des petites briques qui ne sont pas liées entre elles, ou très peu liées entre elles, et surtout qui ne sont pas liées à la façon dont elles sont affichées dans le HTML, et qui permettent énormément de flexibilité. Donc là, si on reprend l'exemple de notre champ texte, on peut avoir notre field root, donc c'est là qui va contenir toute la couche d'accessibilité et le contexte lié à ça. Après, on a le label qui va hériter de ce contexte-là. Puis après, on va avoir l'input qui est vraiment le champ input HTML. Et par exemple, un composant erreur, un composant helper, plein d'autres choses qui sont possibles. Les primitives, il faut voir ça comme un peu comme des Lego. C'est des toutes petites briques. Elles sont super cool, mais toutes seules, en général, elles ne sont pas très utiles. Elles sont pas hyper performantes. Du coup, ce qu'on veut, c'est pouvoir les assembler ensemble. Et si on reprend l'exemple de notre champ texte d'avant, maintenant, il faudrait que les devs ils utilisent le field root, puis le field label, puis le field input, et ça devient tout de suite pas pratique. Du coup, on va avoir une couche de composition, et cette composition, elle va permettre de rendre ces changements, donc cette transition vers des primitives, complètement transparente pour les utilisateurs. Quand je dis les utilisateurs, c'est les devs qui utilisent la librairie. Donc là, dans l'idée, nous, on a recomposé en interne le composant textField avec les primitives, et les utilisateurs, sur leur cas basique, ils n'ont pas vu de différence. Par contre, derrière, si jamais demain ils ont besoin d'avoir des choses plus complexes, avec des layouts différents, ils peuvent totalement utiliser ces primitives pour refaire leurs nouveaux composants. Et derrière, c'est déjà beaucoup plus simple à maintenir et c'est beaucoup plus clair sur l'intention à l'utilisation pour les devs. Problème numéro 3. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, ça, la faute de frappe qui part en prod. Nous, on utilise du TypeScript sur nos composants. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu une période de transition. C'est-à-dire qu'on a commencé en JSX, et après on est passé en TypeScript. Et il y a certains composants qui ont été moyennement migrés. Et du coup, on se retrouvait avec du typage qui n'était pas assez strict, et une documentation qui était soit pas très accessible, du coup les devs ne savaient pas trop comment ils les utilisaient, soit trop vague, enfin voilà. Là, si je prends un exemple concret, là je prends l'exemple d'un toast. Là, le statut du toast, c'est une string, le message c'est une string, et il prend un callback on close. Dans la réalité, un toast, on va dire qu'il peut avoir qu'un certain nombre limité de statuts, par exemple info, succès, erreur. Et donc plutôt que d'avoir du typage loose comme ici, nous on va préférer utiliser ce qu'on appelle des unions discriminées. J'espère que vous voyez ce que c'est des unions discriminées, sinon c'est très simple. C'est juste, on va prendre une des propriétés, donc là en l'occurrence c'est statut, et on va définir notre type de façon à ce que l'utilisateur, le dev, quand il va utiliser un type, par exemple info spécifiquement, il sait quelle propriété il a le droit d'utiliser avec ce statut-là. Donc c'est super puissant à deux niveaux. Déjà parce que ça auto-documente le composant. Le dev, quand il est dans son éditeur, qui veut auto-compléter, il sait qu'il a le droit de passer que info, success et erreur. Et surtout, ça fait une erreur à la compilation, enfin à la transpilation. Et du coup, le code, il partira jamais comme ça en prod. Et ce qui est hyper fort aussi, c'est que si jamais je veux passer ma propre status, par exemple, je veux faire un toast avec status success et un retry, je vais avoir une erreur parce que dans notre union discriminée, le statut succès, il n'a pas la propriété erreur. Et donc, ça permet d'éviter les mauvais usages aussi des composants avec différentes propriétés. Hop. Problème numéro 4, personne ne savait comment se servir de nos composants. On a très vite mis en place un storybook pour donc documenter nos composants. Des gens qui ne voient pas ce que c'est storybook? Ok. Très simplement, c'est un livre
dans lequel tu vas pouvoir décrire des morceaux de code de comment tes composants s'utilisent, et ça va faire ça va faire un endroit qui centralise toutes les façons d'utiliser tes composants de façon isolée. L'idée, c'est que notre librairie, au début, elle avait des usages très simples. Donc on a documenté tous ces usages-là. Et très vite, les devs, ils ont eu besoin de beaucoup plus de choses. Et donc, on a commencé à aller très vite sur la livraison de features et un peu moins vite sur maintenir la documentation. Ce qui fait que les composants, les cas de base, ils étaient bien documentés. Mais par contre, dès qu'on voulait avoir des choses un peu plus complexes ou des cas particuliers, c'était pas du tout clair pour les développeurs. Et si c'est pas documenté dans la tête d'un dev, ça n'existe pas. Et du coup, ils se retrouvaient à faire leurs propres implémentations et ça allait pas du tout. Donc on a fait une grosse refonte de ce storybook. Et alors, il y a eu une refonte d'abord pour compléter la documentation manquante, mais également on a décidé de changer un peu la façon dont ça s'utilisait et de faire en sorte que ce soit un portail qui permette aux devs de facilement déjà tester leurs composants, dans le sens où si jamais ils ont un bug sur leur projet, ils peuvent tout de suite aller voir dans le storybook parce qu'il va y avoir un cas d'usage similaire à ce qu'eux ils ont fait, pour pouvoir savoir est-ce que ce bug vient de leur implémentation ou du composant lui-même. L'autre chose du coup ça permet aussi d'avoir un langage commun, c'est-à-dire on parle de composants, tu parles de quel composant, je vois pas quel cas d'usage, on t'envoie le lien de la story, c'est hyper pratique pour communiquer là-dessus. Et on s'en est servi, on a rajouté pas mal d'add-ons, notamment les add-ons LI pour tout ce qui est accessibilité. Ça permet d'avoir une couche en plus sur ces aspects-là, qui sont parfois un peu oubliés par les devs, et c'est super important de faire ça aujourd'hui. Je sais pas si vous avez, donc problème numéro 5, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas-là. Vous avez plein de tests, vous avez des tonnes de tests. Tous les tests y passent, tout est super. Et pourtant, en prod, il y a tout qui casse. C'est un peu le cas qu'on avait nous aussi. Le gros problème qu'on avait, c'est les politiques d'entreprise qui disaient qu'il faut 80% de coverage sur notre code. Et au début, on a fait ça. Et on s'est retrouvé à avoir du code qui ressemble à ça. Donc là, c'est un test, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Vitest. C'est un test qui dit si mon composant il se rend, il est visible. Super utile. On avait un test comme ça par composant, par variant. Donc ça fait déjà plus d'une centaine de tests qui ne servent à rien, qui du coup créent énormément de bruit, et qui vont du coup réduire l'importance qu'on accorde à ces signaux que sont les tests. Je pense qu'on a tous déjà un peu connu un projet où les tests passent plus, mais tant pis, de toute façon les tests, il y en a trop, on oublie, on verra plus tard. Et du coup, on perd complètement l'intérêt d'écrire des tests. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grosse refonte des tests aussi. Déjà, on a dit stop à l'utilisation on a dit stop au 80% de coverage. On a dit, nous, on veut tester uniquement les choses qui sont importantes d'un point de vue logique. Et le plus gros changement, c'est celui... en fait, on était sur Vitest à la base, et on utilisait JSDOM. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, l'idée c'est d'avoir un environnement qui est similaire à un navigateur, mais en Node.js, avec beaucoup d'API du navigateur qui sont moqués. Donc vos composants, ils sont testés dans un environnement comme le navigateur, mais en réalité, il y a plein de petits comportements qui sont différents, et on se retrouve à avoir pas mal de choses qui sont moquées, notamment les media queries, etc., qui ne sont pas dans JSDOM de base. Et du coup, on a fait le choix depuis octobre 2025, c'est une API qui est stable, de passer sur Vitest Browser Mode. Donc ça se base sur les mêmes API que Playwright, qui sont utilisés pour des tests end-to-end. Et ça permet d'avoir des tests qui tournent vraiment dans un vrai environnement navigateur. Et on dirait pas, mais on a trouvé tellement de bugs liés à ça parce que en fait nos mocks ils n'étaient pas complètement corrects. Et l'idée c'est de toujours essayer de tester quand vous faites des tests, avoir le moins de mocks possible et essayer de tester dans un environnement qui est le plus proche de celui dans lequel vos composants ou vos outils sont réellement utilisés. Comme je disais, on a arrêté de faire du coverage à 80%. Et l'idée, c'est que maintenant, on essaie de rajouter uniquement des tests. Alors, soit quand on fait une nouvelle feature, on essaie de tester les happy paths ou vraiment les cas critiques.
Sinon, dès qu'il y a un bug, on rajoute un test de régression. Hyper important, et au moins on sait pourquoi est-ce qu'on ajoute un test. Et le dernier point, c'est quand on écrit des tests avec Vitest. Au début, on passait beaucoup par les data test ID. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Je veux cliquer sur mon champ input. Bah, je mets un data test ID sur mon champ input. Je clique dessus et j'interagis avec. Et en réalité, alors ça fonctionne, mais ça enlève toute une partie des tests qui sont les tests sur l'accessibilité. En réalité, ce que vous devriez faire, c'est cliquer sur le label du champ qui va vous focus sur ce champ-là, et ensuite vous pourriez interagir. Et en faisant ça, vous assurez que quand vous écrivez votre test, votre composant il respecte les normes d'accessibilité. Donc on a pareil viré tous les data test ID qui étaient inutiles, et on est passé sur cette écriture avec les labels, les rôles, vraiment du texte qui est visible soit par les screen readers, soit par les utilisateurs. Un gros changement qu'on a eu dernièrement, notamment forcément avec l'arrivée de l'IA, c'est qu'on s'est rendu compte que faire du TDD, c'était hyper puissant. Jamais avant, j'aurais pensé à me dire sur un projet existant, ok, on va commencer à faire du TDD. TDD, c'est Test Driven Development. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que quand on veut rajouter un nouveau comportement ou qu'on a un bug, on va s'assurer déjà de bien le décrire, s'assurer qu'on l'a. Déjà, ça permet de nous voir si on l'a bien compris. On va le donner à une IA et on va lui demander de générer les tests. Une fois que ces tests ils sont générés, nous on va les relire, on va vérifier que c'est des tests qui sont cohérents par rapport au comportement qu'on a. Et une fois que c'est fait, on va lui dire tu touches plus aux tests, les tests ils sont bloqués, et tu lui fais générer le code. Et du coup il va tourner en boucle, des fois ça peut être un peu long, mais voilà, jusqu'à ce que le code fasse passer les tests. L'objectif c'est que avant que l'IA génère les tests, génère le code, pardon, les tests ils passent pas forcément, et qu'après ils passent. Une fois qu'on est là, on n'est pas des monstres non plus, on va quand même garder un humain dans la boucle, et on va faire la partie review, s'assurer que tout le code correspond à nos standards, etc. Et ça nous permet de traiter beaucoup plus rapidement beaucoup de demandes sur des petites corrections de bugs notamment, puisque à chaque fois on essaie de rajouter des tests de régression, donc c'est très pratique. Problème suivant, ça c'est un problème qu'on a eu assez récemment, c'est une équipe qui a arrêté de faire les montées de version. En gros, quand on a commencé à mettre en place la lib, il y avait forcément la librairie, elle était assez instable, les API évoluaient beaucoup, et il y a des équipes qui ont dit ouais mais en fait moi j'ai pas le temps de faire des migrations toutes les 5 minutes, il y en a marre, on va juste copier-coller les composants dont on a besoin et puis on se débrouille. Et bon, il y a un problème de communication aussi à ce niveau-là, l'équipe est un petit peu à part, ce qui fait que normalement c'est pas censé arriver dans une entreprise s'il y a un minimum de communication, mais là c'est passé sous les radars, personne ne l'a remarqué. Et donc, le souci, c'est que là, aujourd'hui, avec React 19, on est en train de faire les migrations vers React 19, et eux, ils ont besoin de faire les migrations sur leur projet pour coller aux standards de l'entreprise. Sauf qu'en fait, les composants que eux, ils ont récupérés, ils sont plus à jour, et ils sont plus compatibles avec React 19. Et du coup, ils se sont dit, on va faire la migration maintenant, sauf qu'ils ont 6 ou 7 versions majeures de retard. donc voilà. Et nous on est en partie responsable aussi parce qu'on n'a pas su les accompagner correctement et on n'a pas su leur faire adopter l'outil. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que déjà ça ne se reproduise plus et surtout les aider à alléger leur temps de travail pour faire cette migration. Et pour ça, on a commencé à mettre en place des code mods. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'idée c'est d'écrire du code qui va vous permettre de modifier du code. En manipulant l'AST, l'Abstract Syntax Tree, pas facile à dire. C'est un code qui... Alors, il y a plein d'outils qui permettent de le faire en JS, mais c'est un code qu'on n'a pas l'habitude d'écrire, et c'est des API qu'on ne connaît pas forcément. Ça rentre assez deep du coup dans l'AST et comment TypeScript est écrit. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'on ne prenait pas le temps de faire, déjà parce que c'est très chronophage, et parce que là, on a une équipe qui ne l'a pas fait, mais les autres équipes, ça roulait dans notre tête, on n'avait pas besoin, quoi. Et la composante qui est arrivée, qui a changé ça, c'est clairement l'IA. Parce que pour écrire des code mods, en fait, on pourrait demander à l'IA de dire « Ok, fais la migration ». Sauf que le problème, c'est que l'IA, c'est un système qui est non déterministe.
et que sur une code base existante qui a ses défauts, elle peut souvent faire des choses qui ne sont pas terribles. Et surtout, aujourd'hui, on sait tous que le coût du token, voilà. Et du coup, c'est pas une solution viable de se reposer sur l'IA. Du coup, nous, ce qu'on a préféré faire, c'est dire, en fait, nous, on va générer les codes modes. Et du coup, à partir de l'IA qui est non déterministe, on va générer des scripts de migration qui, eux, pour le coup, sont déterministes, qui vont être rejouables, qui vont être testables, et surtout, qui vont permettre de faire des rollbacks au cas où aussi. Et c'est pas très grave si la qualité du code mode elle est pas bonne, parce que c'est pas un script qui va partir en prod. C'est juste quelque chose qu'on va utiliser une fois ou deux, et après on va juste la garder en backup. Donc là, j'aurais peut-être pu mettre ça un peu avant, mais en gros l'idée c'est, par exemple là, quand on avait notre field ici, si on avait voulu faire la transformation vers la partie avec la partie plus composée, et là à la main on voit bien que c'est pas facile à faire. C'est pas juste un contrôle contrôle remplacé d'un nom. Il y a des nouveaux composants à rajouter. C'est pas évident, c'est pas trivial à faire. Surtout à grande échelle sur un gros projet. Hop, on va parler un peu d'outillage. Si vous étiez là tout à l'heure, ça va faire un peu écho à la conférence de Damien qui était là tout à l'heure. Là, c'est plus en interne dans la librairie et comment on l'utilise. Donc nous, on a mis en place récemment OXLint et OXFormat qui permettent du coup de garder notre code avec une bonne qualité. Je ne vais pas trop élaborer dessus, comme je disais tout à l'heure, Damien en a un peu parlé. L'autre outil qu'on a mis en place et qu'on pousse pour mettre en place sur les projets, c'est Knip. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en train de prendre un peu de vitesse, mais c'est encore assez niche. L'idée, c'est de pouvoir facilement détecter et supprimer votre code mort dans vos codebases. Donc que ce soit le code mort en tel quel, mais aussi les dépendances, les documentations, etc. C'est assez configurable, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, mais rien que sur notre librairie, ça nous a permis de supprimer un bon 2000 lignes de code qui ne servaient à rien. Alors que c'est quelque chose on a beaucoup gardé le contrôle dessus, on n'a pas eu trop de pression à rajouter des features à la va-vite. Et sur les projets, c'est là où c'est vraiment le plus efficace. Si vous pouvez pousser pour mettre ça sur vos projets, c'est vraiment très puissant. Hop. Ok, du coup, on a vu tout ça. Je pense qu'on peut faire un petit récap. Premièrement, c'est hyper important de tracer ces changements. Donc là, ce qu'on parlait au début, c'est les changelogs. L'idée, c'est que ça va permettre déjà d'avoir un historique sur tout ce qui a été fait, et surtout de faire en sorte que vos développeurs ils comprennent pourquoi est-ce que les changements ont été faits, et comment passer d'une version à l'autre. Si vous n'avez pas ça, vous allez réduire votre taux d'adoption de vos outils. Concevoir des API simples. L'idée, c'est d'avoir vraiment des défauts, des cas par défaut qui sont faciles à utiliser, mais des composants qui sont très faciles à composer entre eux pour avoir des cas plus complexes. Donc, ne pas bloquer les utilisateurs qui veulent des choses plus compliquées, mais faciliter la vie de ceux qui veulent des choses simples. Guider vers les bons usages, ça c'est ce qu'on disait avec TypeScript, la doc implicite, qui permet du coup d'avoir dans les éditeurs pour vos devs, mais également on a tendance à pas assez l'utiliser, la JSDoc, même quand on fait du TypeScript, un petit commentaire qui explique pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça, ou pourquoi certaines API ont cette forme-là, ça mange pas de pain, et ça peut faire gagner du temps aussi pour les incompréhensions. Documenter par l'exemple, ça c'est par ce qu'on disait avec Storybook, vraiment documenter les cas, des cas réels, des cas concrets que vos devs ils utilisent. Avoir un bouton en isolation, ils s'en foutent un peu en réalité. Eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est des cas concrets. Et n'hésitez pas à utiliser ça comme un portail qui vous permet d'échanger facilement avec eux et à les impliquer soit dans la rédaction de ces stories-là, soit dans les remontées des bugs qu'ils voient. Parce que des fois, en fait, on va faire une passe sur le storybook et on va se dire « Ah tiens, il y a ce truc-là qui a cassé et on ne l'avait pas vu avant, ça n'a pas été détecté sur un projet. » Donc c'est super important d'avoir tout ça en place. Sur les tests, il faut tester intelligemment, il faut tester uniquement ce qui compte. Ça ne sert à rien d'écrire des tests pour écrire des tests et avoir le maximum de coverage. Ça va juste faire du bruit et réduire la valeur des tests que vous écrivez.
Et si vous pouvez tester dans un environnement le plus proche possible de vos composants ou de vos outils, et faites le moins de mock possible. Et enfin, utilisez intelligemment, j'ai envie de dire, utiliser intelligemment l'IA. Il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. J'ai parlé de la génération de code mode. Ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est générer des plugins au Xlint pour des règles très spécifiques à notre métier, des choses qui ne sont pas des plugins qui existent en ligne. C'est assez simple à faire en réalité. Et au final, c'est pas un truc qui part en prod. Donc si c'est un petit peu moins qualitatif que du code applicatif, c'est pas très grave. Voilà. Forcément, je vais faire une petite ouverture sur l'IA. Je ne sais pas si vous avez ce cas aussi, mais nous, on a une direction qui nous pousse énormément à utiliser de l'IA. Il faut faire en sorte que l'IA elle soit intégrée dans nos workflows et qu'on aille super vite et qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'on consomme le moins de tokens, que ce soit performant en one-shot, etc. L'idée, c'est d'avoir des API qui sont cohérentes, prévisibles, d'avoir un historique sur pourquoi est-ce que les choix ils ont été faits. Ça peut passer notamment par des ADR, pour savoir pourquoi les choix ont été faits et surtout comment est-ce qu'ils ont été appliqués. Et avoir un feedback immédiat. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avoir une feedback loop hyper rapide, ce qui est permis notamment par Xlint ou Xformat ou d'autres outils, ça permet à l'IA de très vite se corriger elle-même et donc de moins attendre après elle ou lui faire des retours un peu inutiles. Il y a un truc en fait, que j'ai pas dit, c'est qu'en fait tous ces trucs-là, c'est vrai aussi pour les humains. C'est des choses qui sont hyper importantes, qui ont toujours été hyper importantes et qu'on n'a jamais pris le temps de faire parce que comment est-ce qu'on justifie qu'il faut prendre du temps pour documenter, il faut prendre du temps pour bien faire les choses. Et aujourd'hui, les managers acceptent enfin qu'on prenne du temps pour le faire grâce à l'IA ou à cause de l'IA. Et voilà, je trouvais ça dommage d'avoir dû en arriver là pour qu'on prenne enfin le temps de faire les choses bien pour nous. Je vais conclure rapidement avec deux petites citations, enfin deux petites citations non, mais deux petites autres ouvertures. Déjà, l'IA c'est un accélérateur, déjà seulement si vous avez les bonnes fondations. L'idée c'est que si vous lancez une IA comme ça dans une codebase qui n'est pas propre, vous n'aurez jamais des bons résultats. Sauf si vous savez vraiment où vous voulez aller et que vous cadrez très bien la chose. Mais là, nous, depuis qu'on a fait tous les changements qu'on a vus là, pendant cette conf, on a des bien meilleurs résultats. Et les devs aussi qui utilisent ont des bien meilleurs résultats. Storybook met des choses en place qui sont hyper cool pour la découverte des composants. Ça permet aussi, des fois, les docs, elles sont un peu compliquées. Ça permet de très facilement aller chercher le composant, le cas d'usage qu'on veut, quand on ne connaît pas et qu'on découvre. Donc, mettez des choses comme ça en place. Et finalement, je dirais que un bon outil, c'est pas forcément celui qui est hyper pointu techniquement, c'est pas celui qui va faire 100 000 choses hyper poussées, mais c'est un outil qui est compris par les équipes, qui est simple à utiliser dans la globalité, et surtout qui est adopté, parce que si personne n'utilise votre outil, c'est qu'il sert à rien. Voilà, j'ai été un peu vite, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver du coup là, comme je disais, mon Linktree il y aura notamment mon site web avec les slides, si jamais ça vous intéresse. Et il y a le QR code Open Feedback aussi. N'hésitez pas à aller mettre un avis, c'est super important. C'est ma première conférence, donc ça compte beaucoup. Faites des retours critiques, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup. Alors pensez au feedback, c'est important pour les speakers. Avant qu'on lance les questions, juste une information, à l'issue de la conférence, là, quand on aura fini, quand on aura épuisé toutes vos questions, je suis sûr que vous en avez des milliers, il faudrait vous rendre à la forge pour la clôture de l'événement. Voilà. Alors des questions, levez bien la main. Voilà, tout de suite. Alors, merci pour cette présentation. Nous, on s'est beaucoup reconnu, enfin, il y a mon équipe aussi qui est avec moi là, c'est beaucoup reconnu dans ta présentation. On voit qu'on n'a pas les seules problématiques et on les a réglées à peu près pareil.
Moi, j'avais 2 questions du coup. Oui. La première question, c'est tu as présenté le nombre de développeurs, 80. C'est 80 sur toute la boîte ou la squad Design System en fait, qui gère cette librairie-là? Ouais, alors ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas clair. En gros, comment c'est découpé? 80, alors c'était 50 je crois, 80 c'est le nombre de composants. Ouais, pardon. 50 c'est les développeurs vraiment qui sont sur les projets. Sur la librairie en tant que telle, on est 2. On a été 3 à un moment. Et votre team, elle est constituée que de devs ou c'est une pizza team avec d'autres rôles comme des designers, PO, testeurs, etc. ou Non. pas du tout? Pas du tout. Du coup, il y a la partie design system où il y a des designers et des devs qui eux communiquent directement avec les PO. Mais par contre, sur la partie React, on est vraiment juste 2 devs seuls. Ok. Et autre question, je sais pas. Je prends le micro, mais bon. Deuxième question, il y a un moment, tu as fait voir aussi une branche Angular. Ouais. Comment vous faites pour vous traiter de façon indépendante justement la conception du design system, ou vous essayez de mettre des choses en commun, peut-être la doc ou les process, ou est-ce que vous avez pensé à passer par des web components ou des trucs comme ça? Ouais, comme je disais, c'est une branche un peu à part de la boîte. Du coup, la communication a été jusqu'à il y a très récemment assez limitée. Donc on a peu de choses en commun. On a un petit peu de logique JS par-ci par-là sur plus des choses métiers. En réalité, c'est plus un problème qu'autre chose, parce que du coup, c'est pour ça qu'on garde notre couche d'abstraction très, très haute, très basse du coup, HTML, CSS, pour pouvoir justement pas abandonner complètement la branche Angular. Il n'y avait aucune structuration jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et ouais, aujourd'hui on commence à avoir des échanges un petit peu, notamment sur les bonnes pratiques de l'écosystème JS en général, mais ça reste assez léger. Ouais. Vous l'enterrez quand la branche Angular du coup? D'autres questions? Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question donc, concernant au fait de rendre la librairie IA friendly. Est-ce que vous avez déjà envisagé des choses de ce côté-là, comme la mise à disposition d'un skill pour utiliser votre librairie, etc. Ouais, tout à fait. J'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas que ce soit non plus l'élément central, mais effectivement, on a un certain nombre de skills qu'on met à disposition des développeurs, que ce soit sur les bonnes pratiques d'utilisation de la librairie, de TypeScript, React en général. Donc c'est centralisé aussi dans cette librairie de composants aujourd'hui. Comme je disais, Storybook, il propose donc déjà, ils ont un MCP qu'on n'utilise pas forcément parce qu'on est sur des vieilles versions de Node qui ne supportent pas encore ça. Mais ils ont juste, si tu passes par le index.json qui est à la racine du Storybook, ça permet d'avoir accès à tous les composants qui sont listés. Et on a fait un skill autour de ça et ça marche super bien. Les devs l'utilisent beaucoup. Ok, merci. Et du coup aussi, ce que je disais, on a mis en place des ADR. On avait déjà des ADR au niveau global de la boîte sur des décisions plus techniquement larges, plus techniquement. Là, on a mis en place des ADR sur les choix de structurants de la bibliothèque, aussi pour que les devs ils puissent comprendre pourquoi est-ce que ça est fait comme ça et pourquoi certains choix ont été faits. Ok, merci. Ok, donc on a une dernière question, j'ai vu, là, voilà, et après je vous invite à retourner à la forge. Merci beaucoup, merci pour le talk. Je rebondis sur la première tout à l'heure, pour le nombre de développeurs pour la partie design system, Vanilla, tu sais combien ils sont? Ils sont 5 ou 6. Ok. Et du coup, ma vraie question, c'était sur la partie documentation. Est-ce que eux, de leur côté, ils ont aussi un storybook ou comment est-ce qu'ils documentent ça? Ouais. Et est-ce que vous gérez la partie commune? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont communes, que ce soit entre une implémentation React ou du Vanilla. Est-ce que c'est dupliqué ou est-ce que... Il y a un tout petit peu de duplication. En fait, l'idée, c'est que nous, on a ce qu'on appelle un référentiel de conception, sur lequel il y a toute la documentation sur la charte graphique, les guidelines, les normes d'accessibilité, etc. Ça, c'est vraiment la partie design system qui gère ça. Et on a aussi une documentation sur tous les composants HTML pur, avec du coup le CSS, et tous les thèmes existants, comment ils s'utilisent. Et il y a un peu aussi des templates, ce qui font le lien avec Figma sur ce référentiel de conception. Nous, l'idée, c'est que c'est en train de s'intégrer. Nous, côté Storybook, on fait le lien vers les composants équivalents du design system via un plugin qu'on a fait nous-mêmes.
pour justement avoir que les développeurs puissent facilement faire le switch. Mais on essaye de dédupliquer pas mal de choses et d'intégrer un peu mieux, mais ça prend du temps. Ok, merci Noé, merci à tous d'être restés jusqu'à maintenant. C'est courageux d'avoir tenu les 2 jours. Et l'année dernière, on était 6 ici. Donc là, je trouve qu'on s'en sort bien. Donc je vous invite effectivement à aller à la forge et je vous dis à l'année prochaine du coup. Ouais.